Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on arrive au terme de ce projet avec ce 10e épisode sur les légendes basques. Mais avant de commencer, je voudrais quand même en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début de cette série. Je voulais vous dire que ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir tous vos retours et vos commentaires. Jusqu'à présent, j'ai pu vous présenter un certain nombre d'entités, de créatures fantastiques ou tout simplement de personnages qui appartiennent à la mythologie basque. Mais n'allez pas croire que je vous ai tout montré pour autant. Bien au contraire. Pour ce 10e et dernier épisode, on va partir sur un format un peu différent. Je vais vous présenter de nouveaux personnages plus rapidement cette fois. On ne va pas passer un épisode entier à découvrir un personnage, mais on va plutôt faire un point global avant de se quitter à la fin de ce 10e épisode. Voilà les amis, on va donc continuer ensemble encore un peu notre voyage au cœur de la mythologie basque en partant à la découverte de quelques personnages qui sont quand même importants, peut-être moins importants que ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent, mais qui méritent quand même la peine d'être connus. Car justement, si vous jetez un œil à certains bouquins tels que le dictionnaire illustré de mythologie basque de Barandarian, qui est vraiment une référence pour la mythologie basque, vous vous rendez compte en fait en feuilletant les pages qu'il y a énormément de personnages en fait. Voilà. Il y a énormément de personnages qui apparaissent, peut-être certains qu'une seule fois. En tout cas, Barandarian, il a réussi à regrouper un certain nombre d'informations là-dedans en fait, qui nous donne une liste, c'est un dictionnaire au final, de tous les noms en rapport avec la mythologie basque. Alors ça peut être des noms de personnages, mais aussi des noms d'événements. En tout cas, ça, c'est une véritable bible de la mythologie basque. Et ça m'a surtout fait me rendre compte qu'en fait, j'avais abordé peut-être 10% de la mythologie basque. Et encore, je pense que je suis large. Et qu'il y avait encore énormément de choses à apprendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit point rapide sur certains personnages. Et on va commencer tout de suite avec une divinité qui s'appelle Urtsi. Lors du second épisode de cette série, je vous ai présenté Eguzki et Ilargi, deux membres de la mythologie basque qui, contrairement à Mari ou Sugar, vivent dans les cieux. Et en appartenant au monde céleste, ils peuvent donc être considérés comme des divinités. Contrairement aux autres membres des légendes basques, tels que Mari, Sugar, mais également le Bassajaun, qui eux vivent sur Terre, et qui prennent ainsi le nom d'entité. Eh bien, il semblerait que Eguzki et Ilargi n'aient pas la main mise sur le ciel, puisqu'une troisième divinité a trouvé sa place à leur côté, Urtsi, qui est également connu sous bien d'autres noms, est le membre de la mythologie basque qui incarne le tonnerre. Et même si tout comme Eguzki et Ilargi, il n'est que très peu mentionné dans la mythologie, il n'en reste pas moins un personnage important. Car le tonnerre a toujours joué un rôle important dans le monde des Basques. Je vous rappelle que la fonction principale de Mari est de créer les orages. Urtsi vient donc naturellement par la suite frapper le sol de sa foudre. Un personnage qui, comme Amalur, Eguzki ou Ilargi,
se veut particulièrement discret dans les légendes, mais dont la présence sur Terre reste toujours indéniable. Voilà, maintenant on va un peu revenir sur Terre. On va partir à la découverte d'autres personnages beaucoup plus terrestres. Voilà pourquoi je vous ai préparé une petite vidéo récapitulative dans laquelle vous allez partir à la découverte de membres de la mythologie que j'ai totalement délaissés jusqu'à présent, mais qui valent quand même la peine d'être découverts. En effet, même si au final on retrouve relativement peu d'ouvrages sur les légendes basques, qui appartiennent à une mythologie toujours mystérieuse de nos jours, des auteurs références, tels que Barandarian, ont réussi à recenser un nombre impressionnant de personnages. Et il faudrait sûrement bien trop d'épisodes pour tous les découvrir. Mais au milieu de cette multitude de personnages, je vous en ai choisi 3. On va commencer par mon préféré, le Tartalo, que j'affectionne particulièrement, car en plus de posséder ce physique atypique, il nous rappelle indéniablement le cyclope de la mythologie grecque. Et nous montre par la même occasion le croisement des mythologies. Ainsi, on a pu retrouver le personnage du Tartalo chez les Grecs, mais également en Éthiopie. Le Tartalo est donc l'exemple parfait des influences mutuelles entre mythologies, qui nous ont permis chez les Basques d'intégrer à nos légendes ce personnage si emblématique. Tout comme le cyclope grec, le Tartalo n'a pas bon caractère, et son plat favori est la chair de chrétien. Il n'est donc pas conseillé de croiser le chemin du Tartalo, qui se montre rarement clément. Il apparaît cependant dans certaines légendes tel un héros, comme dans le Tartalo reconnaissant, où il finit par tuer Erensuge lui-même. Zikilimarau, quant à lui, est bien différent. Il représente en quelque sorte la version basque du croque-mitaine, cette créature imaginaire dont on se sert pour effrayer les enfants turbulents. On peut lui attribuer différentes apparences qui peuvent changer d'une vision à l'autre, car c'est avant tout dans l'imaginaire des enfants que Zikilimarau prend vie. Et il est surtout connu pour une tirade. Zikilimarau, Jansak Haur Haur, Biar Hedo Gaur, Gaur Gaur, Gaur Gaur. Olentzero, de son côté, est beaucoup plus connu que ses congénères. Car au cours du XXe siècle, la vision des Basques pour ce personnage a quelque peu changé. Et Olentzero a laissé de côté ses vieilles habitudes pour devenir une sorte de Père Noël basque, que les enfants célèbrent chaque année, juste avant Noël. Mais en vérité, Olentzero est avant tout un charbonnier, dont le visage est sali par le charbon et les vêtements usés par la vie en forêt. Son apparence négligée a servi durant un temps, tout comme pour Zikilimarau, à effrayer les enfants. Mais le véritable rôle d'Olentzero consiste à sortir de sa forêt chaque année afin de ramener le charbon.
un combustible indispensable qui sert à faire tourner les nombreuses forges du Pays Basque, mais qui va également permettre de réchauffer les foyers à la sortie de l'hiver. On le présente souvent avec une gourde qui symbolise l'alcoolisme du charbonnier, mais également avec une faucille qui lui servira à couper les fagots, mais qui lui permettra surtout symboliquement de faire une coupure dans le temps, afin de passer d'un solstice vers l'autre. Car en effet, la véritable mission d'Olentzero n'est pas de divertir les enfants à l'approche de Noël, mais d'apporter le charbon nécessaire lors du solstice d'hiver, afin de réchauffer la terre meurtrie par le froid de l'hiver. Depuis le début de ce projet, je ne cesse de vous répéter que les légendes basques ont probablement été influencées par différents courants. Alors je vous ai déjà parlé des invasions qui ont eu lieu en Pays Basque depuis il y a plusieurs milliers d'années, des envahisseurs qui ont forcément emporté durant ces invasions un savoir, mais surtout des croyances. Des croyances qui ont probablement été influencées les différents mythes basques qui se sont construits au fil du temps. Mais je vous ai surtout parlé d'une influence en particulier, c'est celle de la chrétienté. À partir du XIIe siècle, la chrétienté a commencé à arriver en Pays Basque. Alors il faut savoir que le Pays Basque, vu que c'est quand même un territoire assez vaste et surtout où il y a énormément de forêts, il a donc fallu beaucoup de temps pour la chrétienté pour s'imposer en Pays Basque sur un territoire quand même assez sauvage et parfois hostile et surtout ancré dans des traditions anciennes particulièrement fortes. Il s'est passé la même chose que pour beaucoup de peuples dans le monde. En fait, les chrétiens, au lieu de rejeter totalement les vieilles croyances basques, ils ont commencé à utiliser un peu les lieux de culte tels que les grottes, les sommets, mais ils en ont également profité pour intégrer au cœur des légendes basques certains personnages, pas forcément bibliques, mais tout simplement des personnages qui appartiendraient à la chrétienté. Alors je pense notamment à cet exemple dont je vous ai parlé de Mikeladze et Atarabi, dans lequel Atarabi devient le curé de Sarre. Alors ça c'est un truc qui m'a particulièrement marqué. Comment est-ce qu'on peut devenir curé dans un récit mythologique, c'est-à-dire avant l'arrivée d'une nouvelle religion? Eh bien en fait, si vous jetez un œil à toutes les légendes basques en général, si vous creusez un peu, que vous essayez d'analyser de votre côté, vous vous rendez compte qu'en fait, les influences chrétiennes, elles pourraient être multiples. Alors bien évidemment, on ne peut rien vraiment prouver, ça reste un avis personnel, ça reste surtout des suppositions. On pense que la chrétienté a influencé la mythologie basque dans le but de convertir plus facilement les Basques de jadis justement aux nouvelles croyances et faire accepter plus facilement la parole de Dieu. Voilà, donc difficile de prouver exactement quel récit plus qu'un autre montre cette influence chrétienne. Une influence qui a sûrement totalement dénaturé le côté pur de la mythologie basque. Ça c'est un avis que vous n'êtes pas obligé de partager, là pour la peine c'est vraiment une interprétation de ma part. Maintenant, je vous invite à lire vous-même les légendes, à vous lire également un certain nombre d'ouvrages. Vous remarquerez sûrement de vous-même certaines influences chrétiennes au cœur même des légendes basques. Voilà les amis, avant de se quitter, je voudrais quand même revenir sur certains bouquins qui m'ont inspiré pour la rédaction et la réalisation de ce projet. Voilà, alors déjà, je vais vous citer celui que je considère être le plus important. Libre parcours dans la mythologie basque. Donc ça, c'est tout simplement pour moi la Bible de la mythologie basque. Livre extrêmement complet qui a été écrit par Monsieur Claude Labatte, qui est quand même une pointure dans la mythologie basque. C'est quelqu'un qui connaît énormément son sujet, qui participe à de nombreuses conférences justement sur la mythologie basque. Et je vous encourage vraiment à lire son bouquin. Je l'ai lu en entier pour avoir un certain nombre d'informations. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même écrit en tout petit. Donc j'espère que vous jetterez quand même un œil là-dessus parce que c'est très intéressant. Et tout simplement pour avoir une vision un peu
globale qui dépasse en fait la simple lecture des légendes et qui donne un coup d'œil global sur la mythologie basque, mais également sur la société basque de l'époque et qui vous montre du coup dans quel contexte sociétal s'est créée la mythologie au cours des siècles. Le deuxième bouquin, je vous en ai déjà parlé, c'est un dictionnaire. C'est le dictionnaire illustré de la mythologie basque. Alors celui-là, Claude Labat en parle énormément dans son bouquin et c'est pas pour rien en fait. C'est un dictionnaire particulièrement fascinant. Alors voilà, quand vous l'ouvrez en fait, ça se compose exactement comme un dictionnaire et ça vous donne en fait plein d'informations qui ont été recueillies par l'auteur, donc José Miguel de Barandiaran. Un bouquin qui est donc utile comme un dictionnaire, certes, et qui vous donne surtout un coup d'œil global de l'ensemble des noms qui sont en rapport avec la mythologie basque. Des noms de personnages, des noms de lieux, mais également des noms qui peuvent être en rapport avec un événement ou une lumière ou quelque chose. En gros, tout ce qui pourrait se rapprocher de près ou de loin à la mythologie basque en général. Ce bouquin, c'est une référence qui est très reconnue dans le monde de la mythologie basque et que je vous encourage à découvrir, mais seulement si vous êtes curieux. Si vous êtes un peu moins curieux de l'envers du décor, je vous invite à découvrir, ça c'est en particulier, cette édition-là, c'est fait pour les enfants, les légendes du Pays basque. Donc là, on se base bien plus sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, puisqu'on a les légendes en elles-mêmes. Alors on retrouve les légendes les plus connues, on retrouve certaines légendes autour de Marie, on retrouve les légendes des Lamignac. En gros, c'est une façon idéale pour les enfants de commencer à découvrir la mythologie basque. C'est une adaptation de Jean-François Cercan qui a justement réussi à rassembler dans ses bouquins, celui-ci pour les enfants tout comme les versions pour les adultes, il a réussi à rassembler un certain nombre d'informations et surtout un maximum de légendes basques. Donc si de votre côté c'est le récit qui vous intéresse, je vous encourage à jeter un œil aux légendes du Pays basque par Jean-François Cercan. C'est là que vous allez vraiment découvrir des textes fascinants qui se présentent sous la forme de contes assez courts et qui vous apprendront énormément de choses sur les personnages basques. Voilà les amis, on va très vite se quitter maintenant. Mais avant, je voulais quand même en profiter pour remercier toutes ces personnes qui ont participé au projet, qui m'ont permis tout simplement de le réaliser. C'est un projet qui aura nécessité quand même beaucoup de temps de préparation, de tournage et même de déplacement dans différents coins du Pays basque. Ça n'a pas été facile du tout, mais j'ai pu réaliser ce projet notamment avec l'aide de plusieurs personnes. Je voudrais déjà commencer par remercier Claude Labat, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui m'a donné un certain nombre d'informations sur la mythologie basque, lui qui a analysé le sujet pendant des années et des années et qui a même écrit plusieurs bouquins. Je voudrais également en profiter pour remercier ces personnes qui m'ont épaulé durant le tournage, qui ont été présentes certaines fois des journées entières pour m'aider. Voilà, je pense notamment à mon ami Vincent Beato, qui a particulièrement été présent sur mes tournages, qui m'a épaulé depuis le tout début du tournage il y a 15 jours. Donc je le remercie lui tout particulièrement. Je remercie également Vincent Dumur, Beignat Bordagaray et tout simplement toutes les personnes qui ont pris la peine de s'intéresser à mon projet avant, pendant et après le tournage. Et je voudrais tout simplement en profiter pour vous remercier vous qui avez pris la peine de jeter un œil à ces 10 vidéos. Maintenant, on va se retrouver très vite pour un nouveau projet. Vous savez que sur cette chaîne, on fait de la découverte et visiblement un peu de mythologie également. Donc j'espère qu'on va pouvoir se retrouver pour de la découverte, de la mythologie ou du voyage. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis absolument fan de tout ce qui touche à la découverte et j'adore découvrir avec vous des choses sur YouTube et j'espère vous en avoir fait découvrir moi aussi de mon côté. Voilà les amis, je vous dis à très vite. C'était un plaisir de découvrir avec vous les légendes basques.